Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Sauvons notre pharmacie, voilà ce qu'on pouvait lire ce matin devant l'officine des Badamiers, ouverte il y a 5 ans avec l'autorisation de l'ARS, mais stoppée net aujourd'hui par décision de justice, explication à suivre. Leur mission, nous protéger, mais eux aussi sont exaspérés par les faits de délinquance récurrents dont ils sont victimes. Les forces de l'ordre ne savent plus à quel sein se vouer. 2 d'entre eux étaient attaqués hier soir à Msapéré. Nous reviendrons sur les principales avancées ces 10 dernières années de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte avec Salim Naouda, qui a cessé le 31 mars dernier son 2e mandat en tant que président du conseil de la CSSM. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Non à la fermeture de la pharmacie des Badamiers. En soutien à l'officine, une manifestation a eu lieu ce matin en Petit Air et sur le net. La pétition lancée il y a quelques jours à ce sujet a récolté pas moins de 3500 signatures. Élan de solidarité de toutes parts alors que la pharmacie s'est vue annuler sa licence par le tribunal de Bordeaux. Détails et explications avec Chafanti Alibako Assadi Razafitseno. Tous ici affichent un soutien sans faille à leur pharmacie. Parmi les signataires de cette pétition contre sa fermeture, beaucoup d'habitants de Dzaoudi l'abattoir, mais pas seulement. Moi je travaille sur Petit Air, mais je viens de Grande Terre. Et à chaque fois, ça me permet de pouvoir acheter des médicaments ou de pouvoir fournir mon bébé ici. Donc même ces personnels-là sont des personnels qui sont toujours à l'écoute des patients et des clients. Et donc je trouve que ça c'est scandaleux. J'ai entendu que cette pharmacie sera fermée, vraiment j'ai pleuré parce que c'est ma pharmacie, c'est notre pharmacie. À chaque fois j'ai des problèmes, je viens ici. Imaginez-vous, il y a 2 pharmacies à un Petit Air l'abattoir et toujours il y a l'accueil toujours. Et s'il y en a une. À l'origine du contentieux, une pièce manquante dans le dossier initial présenté à l'Agence régionale de santé en 2017, avant l'ouverture. C'est un document qui n'était pas demandé dès le départ. Est-ce qu'il y a un fautif? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, il y a 5 ans, quand j'ai déposé mon dossier, l'ARS m'a dit que mon dossier était complet et ils m'ont donné la licence. Du coup, j'ai pu exploiter la pharmacie pendant 5 ans. On veut continuer à rester là et servir au mieux la population du quartier des Badamiers. Un concurrent aurait porté l'affaire en justice. Le dossier a depuis été complété, mais trop tard. Le 3 mars dernier, la Cour d'appel de Bordeaux annule la licence. Une décision en inadéquation avec les réalités locales, selon le syndicat des pharmaciens. Il y a encore quelques mois, nos élus se battaient pour faire baisser le quota de population par officine, pour pouvoir améliorer l'offre de soins. Et là, on a une décision de fermeture d'une licence à Mayotte. On fait fi de 5 ans de travail, on fait fi de ce qui s'est passé pendant la crise. Notre consoeur, pendant la crise, elle a moins vu sa famille, elle a moins vu ses enfants. Elle s'est investie auprès de sa population. Et là, comment voulez-vous que le syndicat, comment voulez-vous que la profession le prenne ? 11 professionnels de santé sont désormais dans l'expectative. Tous espèrent le soutien de l'ARS pour le maintien de l'officine. L'institution devrait se prononcer d'ici 2 semaines. Et dans un communiqué, l'Agence régionale de santé dit s'en remettre à la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Selon l'ARS, il revient désormais à l'ordre des pharmaciens de statuer sur le devenir de la pharmacie des Badamiers du fait des prérogatives qui lui incombent sur le contrôle de l'exercice professionnel. Triste quotidien à Mayotte, lorsque ce n'est pas la population qui fait les frais de bandes de jeunes avides de violence, ce sont les forces de l'ordre. Hier soir à Msapéré, 2 policiers en patrouille ont essuyé des jets de cailloux et malgré leurs blessures à la tête, leur état de santé était jugé rassurant ce matin. Ce qui l'est moins par contre, c'est la récurrence des faits et leur gravité au fil des années. Aurélien Février, Fahar Housseni. Voici le véhicule pris pour cible hier à Doujani. La vitre renforcée de plexiglas n'a pas résisté aux jets de pierre, blessant au visage 2 fonctionnaires de police. La patrouille en voiture banalisée circulait ici, au niveau de l'arrêt de bus. Vers 22h, elle est visée par plusieurs projectiles. L'un d'entre eux touche à la tête 2 des 4 policiers à bord, dont le conducteur qui perd le contrôle du véhicule.
Finalement, l'état de santé des 2 policiers sera jugé rassurant. C'est vraiment le caractère gratuit que je souhaite signaler dans cette affaire. Parce que là, il n'y a ni eu contrôle, il n'y a pas eu d'investissement du quartier d'Oujani. Il y a juste un véhicule de police qui passait reconnu, comme ça s'est déjà passé à Tsunzu. Je veux aussi lancer un appel à mes collègues policiers. Leur dire, protégez vos vies. Leur dire, à chaque fois que la situation le justifiera, faites usage de vos armes. Ce sont les 11e et 12e policiers agressés depuis le début de l'année à Mayotte. Pour autant, doit-on y voir une augmentation des agressions contre les forces de l'ordre en comparaison aux années précédentes? De plus en plus, nous observons des agressions gratuites des fonctionnaires de police. Est-ce une volonté de défier l'autorité de l'État? C'est en tout cas ce que je pense. Et c'est parce que aussi l'État a démontré jusqu'ici une faiblesse à l'endroit de cette délinquance. Aujourd'hui, on se retrouve avec la même dynamique d'agresser des fonctionnaires de police, peu importe la méthode, parce que là, on va dire que c'est vraiment de la barbarie si on va un peu plus loin, et en se cachant. En réponse, le syndicat Alternative Police propose la mise en place d'opérations conjointes dans les quartiers concernés des polices municipales et nationales, mais également de la gendarmerie pour affirmer la présence des forces de l'ordre. Alliance Police Nationale, de son côté, demande l'arrivée d'une quinzaine de renforts. On a demandé à l'administration de réclamer des jeunes Mahorais qui y arrivent et on attend la réponse, mais a priori ce serait favorable. On attend la réponse pour que l'administration nous abonde en effectifs pour qu'on ait davantage de titulaires. Et là, on veut des effectifs qui connaissent Oujani, qui connaissent Tsunzu, qui connaissent Passam. Suite à l'agression des 2 policiers hier soir à Doujani, une enquête a été ouverte. Et à Pamandzi, vous le savez, ces derniers jours ont été particulièrement difficiles pour les habitants qui ont vu des bandes de jeunes s'affronter et vandaliser leurs biens. Conséquence, certains habitants du quartier Bandahari ont décidé de porter plainte contre leur municipalité, celle de Dzaoudi l'Abattoir. Le président du conseil départemental, le préfet et le commandant de la gendarmerie de Mayotte pour leur inaction, disent-ils. De leur côté, les élus de Pamandzi se sont réunis en urgence hier soir pour trouver des solutions à ces guéguerres incessantes entre jeunes. Ils ont aussi décidé de porter plainte contre X. Écoutons à ce propos l'adjoint au maire de Pamandzi, chargé de la sécurité publique, Elamine Abdourahmane Mohamed, au micro d'Assadi Razafitsen. Par rapport à cette situation, nous n'avons de moyens que celle de la police municipale, mais aussi celle de la prévention, puisque la police municipale n'a de vocation que la proximité, c'est-à-dire faire de la prévention et le maintien de l'ordre dépend de la gendarmerie nationale et de la police. Alors que nous sommes en zone gendarmerie, donc ça revient à la gendarmerie d'agir contre. Donc ce qu'on demanderait, c'est de faire respecter le couvre-feu, dans un premier temps, des mineurs. Alors, depuis hier, il y a 2 contingents de la gendarmerie qui sont venus en renfort dans Pamandzi, pour épauler leurs collègues de Petite Terre pour lutter justement contre ces exactions. Nous pensons aussi que d'ici la fin de la semaine, il y aurait d'autres gendarmes qui viendraient dans la commune au cas où les exactions continuent à perturber la population et la sécurité dans la ville. Nous avons équipé très prochainement notre police d'armement pour pouvoir au moins se protéger et pouvoir disperser auquel cas ce genre d'agissement, mais aussi la vidéosurveillance qui, d'ici le mois de juillet, on commencerait à avoir les installations des caméras. L'actualité, c'est aussi la traque aux fraudeurs de l'assurance. La traque à ceux qui posent de faux arrêts maladie. Dans l'Hexagone, les employeurs sollicitent de plus en plus les cabinets de détectives privés pour s'assurer que leurs salariés malades le sont vraiment. Et ils ne manquent pas d'être surpris, comme nous le montre ce reportage signé Julie Vitaline, Mathieu Régnier et Manon Célie.
Paris, 8h du matin, l'heure de notre rendez-vous avec un pro de l'investigation. On est parti ? Eh bien écoutez, on y va là. Nicolas Bilbao est détective privé. Un métier de l'ombre dont il a accepté de nous montrer l'une des coulisses, la traque aux arrêts maladie abusifs. Les entreprises qu'il emploie soupçonnent leurs salariés de travailler pour d'autres alors qu'ils sont censés être au repos. Le client nous a donné l'adresse du lieu sur lequel les salariés seraient potentiellement en train de travailler. Donc là, on va s'y rendre. Arrêtés pour un mal de dos, 2 salariés d'un commerce de gros seraient en fait en pleine forme et employés au noir chez un concurrent. Notre enquêteur est chargé d'en collecter discrètement les preuves avec ses caméras. À peine arrivé près de l'entreprise, premier indice. Et là, je vois probablement une voiture qui m'intéresse ici. C'est une petite Smart. Je vais vérifier, je crois que c'est la voiture de la cible. Quelques minutes plus tard, en passant devant l'entreprise, il aperçoit l'un des salariés qu'il piste. Ouais, c'est lui, il était juste à côté de... C'était un cariste. Le détective n'a pas le droit de le suivre à l'intérieur, mais déjà son identification est une première étape importante dans cette enquête qui ne fait que débuter. Les entreprises de BTP sont régulièrement victimes de ces fraudes. Souvent, les détectives employés par les entreprises parviennent à réunir des preuves, comme ici sur ce chantier en plein air. Cet ouvrier en arrêt est pris sur le vif, une pelle à la main ou aux commandes d'un engin. Là, le rapport est très clair. La personne travaille, elle effectue des activités physiques, elle se baisse dans tous les sens, elle porte du matériel. Cette enquête, résolue en plusieurs semaines, a abouti au licenciement de l'employé. Le nombre d'entreprises qui s'adressent à ce détective pour démasquer les fraudeurs est en augmentation. Selon lui, faute de contrôle suffisant par l'assurance maladie. Souvent, ça se limite justement à une simple visite au domicile. Si la personne n'est pas là, il suffit que la personne ait un petit médecin complaisant, lui fasse une petite attestation disant qu'il avait un rendez-vous ce jour-là. Ça va être un peu compliqué. Pour cet avocat, le travail des enquêteurs est essentiel quand ces affaires passent devant un juge. Vous imaginez, quand on produit le rapport de l'enquêteur avec les photos, le reportage photo, éventuellement on peut avoir davantage de choses, quel effet ça peut avoir. Des enquêteurs privés de plus en plus sollicités, également pour d'autres dossiers, comme les fraudes au télétravail, les vols en entreprise ou la concurrence déloyale. Et ces 10 dernières années à Mayotte, la Caisse de sécurité sociale a quant à elle connu beaucoup de changements, d'évolutions. Même s'il reste beaucoup à faire, quelles sont les avancées notables de cette décennie? On fait le point avec Papino Zaidani. Une CSSM considérablement modernisée depuis 2012, voici l'un des éléments phares de la double mandature de Salim Naouda. Le plus visible des changements concerne bien évidemment la livraison du nouveau siège à Kaweni d'un montant de 26 millions d'euros. Plus spacieux, plus pratique et surtout compact, regroupant ainsi sur le même site les branches maladie, famille, vieillesse et maladies professionnelles. En parallèle, plusieurs services de proximité ont pu ouvrir dans les 4 coins de l'île. Après l'installation de ces antennes du centre à Sada, du nord à Amjago et de Petite-Terre à l'abattoir, la CSSM a ouvert l'année dernière une nouvelle antenne à Bandélé. Se développent aussi les accueils de premier niveau par les CCAS, un dispositif qui allège la caisse dans environ un tiers des communes de Mayotte. À noter que le passage au numérique avec l'arrivée de la carte vitale a révolutionné le rapport au remboursement pour les usagers qui est devenu plus rapide. Le compte Amélie, qui dématérialise la plupart des formalités administratives, vient là se développer à la faveur des différents besoins des usagers. D'autres chantiers ont été engagés, notamment avec la loi égalité réelle. L'alignement sur le droit métropolitain des cotisations patronales concernant les accidents de travail et maladies professionnelles, la retraite complémentaire, l'instauration d'une pension minimum basée sur un pourcentage du SMIC ou la CMU-C pour ces changements durant le second mandat. L'arrivée de nouvelles prestations faisant notamment partie de ces nombreux engagements, quand on sait que dans les autres DOM, la sécurité sociale gère au moins 30 prestations différentes. Cela dit, beaucoup reste encore à faire pour mettre en œuvre les engagements de réforme du régime de sécurité sociale mahorais, des engagements pris dans le cadre du plan pour l'avenir de Mayotte.
Il aura été à la tête de la présidence du Conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ces 10 dernières années. Salim Naouda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez quitté, on l'a dit au début de ce journal, le fauteuil donc, de président le 31 mars, au bout de 2 mandats, fauteuil très convoité. Quel bilan faites-vous de votre mandature en ayant un esprit critique ? Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que nous avons travaillé ensemble parce que je n'étais pas le seul à avoir mené ces chantiers. J'ai eu des équipes qui m'ont accompagné durant mon premier mandat et deuxième mandat. Et en même temps aussi, le personnel qui était motivé, mobilisé justement avec la directrice. Avant, c'était un directeur, Jean Véron, et puis après, Iman Al-Hamid, qui a succédé Jean Véron depuis un certain nombre d'années. Donc, ces chantiers, nous les avons réussis par rapport aux engagements des uns et des autres. Nous avons pu avoir la carte vitale dès 2013, la première carte vitale, et puis améliorer l'accueil physique en 2014, et puis au fur et à mesure, il y a des prestations telles que la prestation de services pour accompagner les crèches, parce qu'avant, c'était un fonds propre qu'on utilisait, mais avec la démarche que nous avons faite aujourd'hui, on a une prestation de services comme dans tous les autres départements. Nous avons aujourd'hui, comme l'a montré l'image, le siège social de la Caisse de sécurité sociale. Mais rien de critique jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des dossiers qui, selon vous, auraient mérité d'être accélérés? Qu'auriez-vous faire autrement? Mais déjà, ce que je regrette le plus, c'est que nous n'avons pas eu la chance d'avoir les parlementaires avec nous, qui nous aient accompagnés pendant ces 2 mandats. Nous avons travaillé avec les caisses nationales, uniquement les caisses nationales, qui nous ont accompagnés. Il y a tel que le sujet de la retraite, qu'il faut que les choses avancent sur ce sujet-là. Malheureusement, nous n'avons pas été suffisamment soutenus. Il y a des choses qui ont avancé, mais on n'est pas arrivé au bout. La question du Code de la sécurité sociale. Il faut que le Code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte. Ça, c'est un combat que nous allons mener parce que j'ai décidé de rester au sein du Conseil pendant la prochaine mandature. Donc, nous avons mené ces sujets. La question de l'accès aux soins. Parce qu'il faut faciliter l'accès aux soins par la mise en place de tous les dispositifs qui existent ailleurs. Et aussi la question des évacuations sanitaires. Je pense que j'ai vécu la situation. C'est une situation très difficile. Les gens qui sont en évacuation sanitaire doivent être accompagnés d'ici, là-bas et à tous les niveaux. Sinon, il y a beaucoup qui abandonnent les soins et qui finissent malheureusement dans des caisses qui arrivent à Mayotte. Et concernant l'AME, l'aide médicale d'État qui est demandée depuis des années aussi. Nous avons demandé l'aide médicale de l'État. Il y a des présidents qui se sont engagés là-dessus. Mais malheureusement, on n'a pas vu le bout de sa mise en place. Par contre, il a été mis en place le ticket modérateur qui a plus ou moins remplacé l'aide médicale de l'État. Non, l'aide médicale de l'État, c'est plutôt pour les étrangers. Mais là, je parlais de la CMUC. L'aide médicale de l'État pour les étrangers, nous l'avons demandé. Mais malheureusement, c'est Paris et peut-être une politique qui est installée sur Mayotte qui bloque. D'ailleurs, je l'ai dit lors du passage des 2 directeurs, le directeur de la DSS et le directeur de la CNAV à Mayotte, qu'il fallait mettre en place l'aide de l'État à Mayotte, parce qu'il ne faut pas se tromper. Si on dit que ça sera un appel d'air pour que l'immigration s'accentue, je dis c'est faux, puisqu'il y a des mesures déjà qui sont mises en place à Mayotte qui font beaucoup plus d'attractivité pour les étrangers que l'aide de l'État. Au moins, ça va soulager la caisse pour que les fonds qui sont alloués à la caisse seront utilisés proprement, uniquement pour les assurés sociaux. Donc, il faut qu'on ait l'hôpital qui soit construit. Et je soutiens la pharmacie de la Petite Terre au passage, parce que je ne peux pas être ex-président de la caisse et voir une pharmacie qui se ferme, alors qu'on a tant besoin d'accès aux soins et tant besoin de ce genre d'officine à Mayotte. Merci. Donc, je soutiens le dossier. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé de votre mandature. Je rappelle juste que l'élection de la prochaine mandature pour la présidence de la Caisse de sécurité sociale aura lieu le 21 avril. C'est bien cela. Merci beaucoup. Et que j'ai un candidat que je soutiens.
On le sait. J-1 avant le grand débat, le match retour 5 ans après entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce duel va-t-il ou plutôt peut-il influencer les électeurs ? À Mayotte, où plus de 100 000 élèves sont scolarisés, avec les problématiques que nous connaissons, qu'attend le monde éducatif du futur chef de l'État ? On voit cela avec Kalatoumi Abdelhadi et Géraldine Lui. Les enseignants mahoréens ont battu des pavés à travers les rues ensoleillées de Mamoudzou. La liste de revendications ne change pas au fur des années et le prochain ou la prochaine présidente de la République devrait y faire face. Depuis plus d'une dizaine d'années, la valeur du point d'indice est bloquée. Donc au niveau salaire, les enseignants ont perdu un pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, la première chose, il faut revaloriser les salaires des enseignants. Le manque d'enseignants qualifiés contraint l'Éducation nationale à prendre des contractuels pas formés à l'enseignement. Pour la FSU, il faut y remédier. On a des agents qui aujourd'hui travaillent avec nous, qui n'ont pas de statut, par exemple les AESH. Ce sont des contractuels de longue date qui n'ont aucune perspective d'évolution. Donc on souhaiterait que ces collègues-là puissent avoir un statut. Nous avons aussi le problème de précaires. Les précaires dans l'éducation nationale, et ça c'est partout, que ce soit en France métropolitaine ou dans les Outre-mer, on a un gros problème de des gens précaires qui ne sont pas formés et qui exercent en tant que contractuels. On souhaiterait que ces collègues-là puissent avoir une formation. Du côté des parents d'élèves, la surpopulation scolaire est toujours au cœur de préoccupations. On attend à ce qu'il y ait un plan Marshall pour l'école, parce qu'on accuse des retards partout. La plupart de nos écoles sont vétustes. Lancer les programmations de construction, parce que les projets datent de 2010. Malheureusement, on est toujours en phase projet. Mettre en place une coopération éducative avec les pays limitrophes pour arrêter un petit peu ou scolariser les enfants étrangers à partir de chez eux. L'autre vœu, c'est le rehaussement du niveau des élèves. La mise en place des classes d'excellence sur l'ensemble du territoire et pas uniquement sur des zones comme le souhaitait le recteur. La liste des améliorations à apporter au système éducatif mahorais est encore bien longue. Égalité sociale avec l'Hexagone, retour sur le statut de directeur, entre autres. Le prochain ou la prochaine locataire de l'Élysée est prévenu. Et demain matin en radio dans Zakweli, il sera question des attentes du monde économique avec le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bouraïma Ali Ouseni répondra aux questions de Yasmine Jaffar à partir de 7h15. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain 13h, Papino Zaidani pour l'info de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo. On se retrouve juste après pour le journal en Chimoré. Très belle soirée à vous avec nous sur La Première.